Bonjour à tous, merci d'être là aujourd'hui pour notre présentation, notre atelier. Donc on va vous présenter, comme c'est indiqué, l'IA adaptée à votre corpus documentaire. Et donc je m'appelle Béranger Bossu, je suis responsable commercial et je suis accompagné de Nathan Lechon, qui est ingénieur IA. Bonjour à tous. Alors, avant de commencer, une petite présentation de notre société. Donc la société s'appelle Hayden, donc on existe depuis 1998. À partir de 2007, nous avons commencé à développer iPhoto. Donc iPhoto DAM, donc c'est la solution qu'on va vous présenter aujourd'hui. iPhoto DAM, c'est une solution qui est française, développée sur le territoire français, 100% en interne dans notre société. Et aujourd'hui, on représente donc 350 clients. Sur ces 350 clients, on a de tout. Donc elles sont bien sûr en Suisse, en France et en Belgique. Et donc on a du public, du privé, de toute taille. Alors, Damia Lab, c'est un laboratoire commun qui a été fait entre le CNRS et nous. Alors, pourquoi faire un laboratoire? Alors, il y a eu un constat qui a été fait lorsqu'on développe iPhotodam et qu'on veut intégrer des intelligences artificielles. L'idée, c'est qu'est-ce que l'on fait? Est-ce que l'on intègre des solutions qui sont externes, du coup avec le risque de la souveraineté, qui soient envoyées sur des serveurs étrangers ou autres, que ce soit américains, chinois ou autres par exemple, ou juste de ne pas maîtriser en tout cas l'information qui sort? Ou est-ce qu'on développe nous-mêmes quelque chose, que l'on puisse l'intégrer dans notre solution et du coup qu'on puisse respecter cette fameuse souveraineté? Et donc c'est ça ce laboratoire commun, donc ça a été un appel à projet qui a été effectué par le CNRS, que nous avons remporté. Donc c'est un laboratoire entre le CNRS et nous, et donc financé par l'ANR, l'Agence nationale de la recherche. Et donc voilà, sur ces presque 4 dernières années, nous avons travaillé pour développer en fait nos propres IA, les intégrer dans iPhoto, les faire tourner en local sur notre infrastructure, et du coup garantir à nos clients une souveraineté totale en fait de leurs données. Et surtout qu'on puisse contextualiser bien sûr tout ça, mais je vais laisser la parole à mon collègue. Alors, je vais vous présenter en fait un des travaux qu'on a réalisé, c'est l'indexation semi-automatique. Donc en fait, l'idée c'est de pouvoir remplir automatiquement vos fiches descriptives, donc c'est-à-dire pouvoir compléter les informations de vos médias, les métadonnées. Donc l'idée en fait, c'est qu'on a l'application qui va discuter en fait avec nos serveurs IA. Et donc on va passer des champs descriptifs donc qui sont vides, donc qui sont les champs de l'image, donc le nom, la légende, etc. Et on va pouvoir associer à cette information ce qu'on appelle, nous, la notion de cocon sémantique. Donc en fait, c'est quelque chose qui va permettre à l'IA de contextualiser le champ. C'est-à-dire de pouvoir lui donner une manière de pouvoir répondre à cette question, à ce champ-là. Donc on va envoyer ça sur les serveurs de traitement de IA d'iPhoto, puis cela va nous retourner des champs descriptifs complétés. Et on va passer à une petite démo du coup. Alors, on a déjà importé des médias dans l'espace de démonstration pour vous éviter le temps d'import et de traitement. Mais bien sûr, ça, on pourra sur le stand vous montrer en direct comment ça fonctionne. Alors l'idée, c'est très simple. Je suis sur la solution, donc sur iPhoto. Je vais importer mes médias comme d'habitude, donc ils vont se déposer sur la solution. On va bien sûr récupérer ce qu'on récupère habituellement, donc les métadonnées, on va détecter s'il y a des visages et autres. Mais en plus de ça, on va créer des champs descriptifs qui sont reliés en fait à des cocons sémantiques. Donc on va être capable en fait de remplir une fiche descriptive en temps réel. Par exemple, est-ce qu'il y a une présence humaine? Non. Une présence d'action, la statue de la liberté tient une torche en l'air, symbolisant la liberté et la lumière. Titre, on voit un titre qui a été ajouté. Une légende, la statue de la liberté se dresse fièrement contre un ciel nuageux tenant une torche. Bref, type de prise de vue, on a plusieurs exemples. On a également des mots-clés qui ont été rajoutés automatiquement. Ce n'étaient pas des choses qui étaient dans les métadonnées. Cette partie-là était vide. C'est bien en fait nos IA qui sont capables en fait de se contextualiser. En fait, on va vraiment envoyer tout le contenu de votre fiche, à la fois de votre thésaurus et de votre fiche descriptive en fait, pour remplir la fiche de chacun des médias. Donc on a bien architecture et patrimoine qui a été ajouté ici. On a d'autres exemples. Par exemple ici, monuments historiques, temples et autres. Et vraiment, on a vraiment conditionné en fait l'IA pour qu'elle soit dans la peau de quelqu'un qui connaît en fait votre environnement de documentaire. Et c'est tout l'enjeu en fait, c'est plutôt que d'avoir une IA en fait qui va vous dire, par exemple là, on a une femme avec une robe verte
qui est dans l'eau, ce qui est assez simple finalement et ce qu'on peut voir habituellement, ce qu'on appelle peut-être le tagging simple. Aujourd'hui, on a vraiment une description précise de ce qui a été fait. Et du coup, bien sûr, tous les éléments qui sont ajoutés donc par nos IA sont recherchables via nos moteurs de recherche. Et du coup, ça fait gagner un temps très précieux. Il y a toujours une vérification, bien sûr, qui est nécessaire. On parle d'indexation semi-automatique, hein, bien entendu. Mais plus vous allez indexer des médias, plus ces IA seront performantes lors de l'indexation. Après, voilà, on peut prendre vraiment d'autres exemples. On avait le bateau ici. On voit qu'il y a le terme tourisme et neige qui a été rajouté. Voilà, un grand navire de croisière à travers une étendue d'eau gelée entouré de paysages enneigés. Donc voilà, c'est vraiment le plus contextuel possible, hein. Et je peux te laisser la parole si tu veux pour la suite. Pour la suite. Une chose que je n'ai pas précisée juste avant de te laisser la parole tout à l'heure, on parlait du laboratoire commun. Il y a une suite, hein, à ce laboratoire commun. Nathan fait partie de nos effectifs, hein. Et en fait, l'idée, ça va être d'internaliser en fait, toute cette richesse humaine directement en interne pour la suite et du coup de continuer ces travaux-là, bien entendu, avec une équipe dédiée au sein d'Aiden. Slide, hop. Yes. Donc on va vous présenter un des autres travaux qui est en fait une fonctionnalité de recherche d'images similaires. Une fonction qui paraît simple de prime abord, en fait elle cache une réelle complexité technique derrière et on souhaitait vous la détailler. Parce que ça démontre une vraie technicité. Donc en fait on a votre base de données ePhotoDAM qui contient vos médias, en l'occurrence vos images. Et en fait on va la passer dans ce qu'on appelle un générateur de signatures, donc en fait qui est de l'IA, hein, c'est un modèle. Puis on va envoyer tous vos médias en fait, dans une autre base de données adaptée pour ces signatures justement, toujours hébergée chez nous. Et puis lorsque vous allez vouloir rechercher une image, par exemple tiers, eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez l'importer dans votre iPhoto. Donc l'image va repasser par le modèle en fait, par ce générateur. Puis cette signature va être générée et grâce à un calcul, on va pouvoir justement vous sortir les images similaires. Je vais tu passes à la prochaine. Alors je vais vous présenter un. Tu peux tout mettre. Ouais, ok. Donc du coup, je vais vous présenter ce graphe. Ça peut vous faire peur de prime abord, mais je vous assure, c'est plutôt très simple. On peut comparer ça en fait à un réseau de transport en commun. C'est-à-dire que vous avez plusieurs couches en fait qui comportent qui vous permettent en fait de retrouver qui permettent de retrouver les médias en fait. Donc c'est ça qui est derrière. C'est-à-dire que là vous avez par exemple une ligne, une grande ligne par exemple qui fait Paris-Lyon. Et ça vous permet en fait quand vous réalisez une recherche, ce que l'IA va faire en fait, c'est qu'elle va prendre ce point-là et puis elle va aller chercher, admettons, ce média-là et surtout tous ceux qui sont ici, ce sont des images qui sont similaires. Puisqu'en fait, plus on descend, plus on est similaire. Donc ici, on va pouvoir parcourir une très grande distance. Donc ça, c'est des images qui sont très différentes. Et plus on va descendre, des images qui sont de moins en moins différentes. Et c'est comme ça qu'on arrive à un résultat plutôt précis. Alors, pour vous montrer ce que ça peut donner, on peut aller hop sur un média. Donc là, par exemple, vous avez les montagnes. Je fais un clic droit, rechercher des images similaires. Et du coup, on voit bien en fait qu'il y a eu une mise en contexte en fait de la recherche. On sait que c'est une montagne, hein. Et du coup, on voit que alors les premiers résultats, c'est toujours ceux qui sont les plus proches de l'image de base. Et après, on va s'éloigner au fur et à mesure. On voit qu'il y a toujours une cohérence, hein, dans la recherche. Il y a une vraie intelligence, hein, qui est présente dans ePhoto, pour vous aider en fait à consommer en fait votre média. L'idée, hein, quand on a des fonds documentaires qui sont importants, Voilà. c'est comment est-ce qu'on peut les utiliser tous les jours. On a beau avoir le thésaurus, ces mots-clés ou autres, les utilisateurs en fait ne sont pas forcément à l'aise avec tous les mots-clés, la manière d'être organisé. Et vraiment notre idée en fait avec tous ces travaux-là, c'est de pouvoir accompagner en fait l'utilisateur pour rebondir sur des recherches et avoir des suggestions qui sont faites de la part d'iPhoto au quotidien. Et justement, tous nos travaux, en fait, ce qui a été important, c'était de permettre de rechercher dans des fonds qui sont très très importants. Et justement, en fait, avec toutes nos techniques et nos algorithmes, ça permet en fait justement d'avoir cette recherche, comme vous pouvez voir, qui est très rapide, même sur des bases avec énormément de médias. Après, on peut faire d'autres exemples, hein. Mais hop. Donc voilà, on a d'autres exemples qui peuvent être faits au fur et à mesure. Ça, c'est très facile à utiliser. Il suffit de faire un clic droit, rechercher des images similaires. Et on voit à chaque fois le résultat qui est fait en quelques
millisecondes. Oui, voilà. Du coup, pour voilà, pas ralentir ton travail. Mais voilà, c'est vraiment au quotidien. Et vraiment, l'idée, c'est ça, c'est que on a quelque chose qui peut nous plaire. Et du coup, on peut demander en fait à iPhoto, tiens, ça serait que ça me plairait bien de le mettre en avant. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose auquel j'ai pas pensé qui est dans ce contexte-là pour illustrer quelque chose? Une première page de magazine, un article sur mon blog ou autre par exemple. Et du coup, on peut se dire, tiens, c'est vrai que j'avais bien le sujet de base. Ah, mais tiens, il y a d'autres sujets et ce média-là me plaît plus. Et je ne l'aurais pas forcément retrouvé parce que je n'aurais pas forcément mis les bons mots-clés ou autres. Et c'est vraiment tout l'enjeu de la recherche par image similaire. Hop, je vais retourner sur le slide. Youp. Alors, je vais mettre en plein écran. Donc Hayden, c'est une équipe d'experts qui va vous accompagner donc, dans la réalisation de votre projet, alors que vous veniez d'une ancienne solution, que vous n'ayez pas de solution aujourd'hui, par exemple un système de fichiers ou autre. On sera là pour vous accompagner, donc récupérer tout votre travail. Donc voilà l'équipe. Donc on a de tout dans l'équipe. On a bien sûr des développeurs, des responsables IA, on a des documentalistes, des chefs de projet. Donc voilà, tout un panel de personnes qui sont à votre disposition pour mettre votre projet en route, si je puis dire. Et donc, hop. Donc dans ces projets, en fait, dans le package d'iPhoto, vous avez aussi ce qu'on appelle un front office. Donc l'idée du front office, c'est d'avoir une interface web qui est connectée à votre iPhoto, en temps réel bien sûr, via nos API. L'idée étant de mettre en avant donc, votre marque, en mettant votre logo, en le personnalisant. C'est vraiment quelque chose qui est important dans la vie de la médiathèque. Vous avez le logiciel bien entendu iPhoto et vous avez la partie consommation des médias. Et donc cette partie consommation peut être faite donc, depuis un front office qui est responsive design, qui est soumis au même droit lorsque l'on se connecte bien sûr à iPhoto. Donc la personne verra plus ou moins de choses selon ses profils bien entendu. Et donc vous avez la main sur plusieurs choses sur le front office. Vous avez la main donc, sur la page d'accueil. Vous allez pouvoir au quotidien donc, changer les images qui illustrent donc, votre galerie par exemple. Vous avez la main aussi sur les portfolios. Vous allez pouvoir donc changer en fait la taille des portfolios. Vous allez pouvoir changer la manière dont réagissent les portfolios. Et vous allez pouvoir aussi choisir cette page d'accueil à qui est-ce qu'elle va s'adapter. C'est-à-dire qu'en fait, cette page, on va pouvoir créer différents groupes de portfolios et choisir qui accède à quel groupe. Du coup, si vous avez des services presse, des internes, des partenaires commerciaux par exemple, ils pourront avoir une page d'accueil différente pour les guider le mieux possible en fait, dans les différentes recherches. Voilà un des éléments qui fait partie, hop, je te remercie. D'autres services qui sont proposés par notre structure. Donc voilà, vous avez le projet bien entendu. Quand vous avez un projet, on peut faire une reprise de données. Vous avez parfois donc, des fonds historiques qui sont importants, des fois plusieurs centaines de gigas, plusieurs téras qui sont à récupérer. Donc on peut les récupérer. On va pouvoir donc les traiter, donc les dédoublonner en masse avec nos algorithmes de dédoublonnage. Et du coup, on vous envoie un rapport de dédoublonnage. Ça permet d'avoir une base propre, je dirais, pour repartir sur des bonnes bases, tout simplement. Qui sont basés d'ailleurs sur les... Exactement. Voilà, sur... La détection de doublons est basée sur nos travaux IA, donc c'est pareil, c'est une vraie détection de doublons qui est faite et il y a peu de risques en tout cas qu'il y ait des faux positifs. Vous avez également la reprise d'indexation. Reprise d'indexation, donc c'est un élément important. Vous avez parfois une ancienne organisation, ça peut être un ancien logiciel, vous avez déjà un thésaurus par exemple, vous avez aussi une arborescence de fichiers qui est à récupérer. On peut faire une correspondance via des ateliers qui sont dédiés dans le cadre du projet. On va faire une correspondance en fait entre l'ancien travail qui a été fait et le nouveau dans iPhoto. Du coup, on va dire, voilà, tout ce qui était dans tel terme va aller dans tel terme, etc., etc. On va créer un robot de reprise que l'on va appliquer. Et du coup, comme ça, vos anciens médias, enfin l'historique que vous avez choisi de reprendre en tout cas, sera corrélé avec la nouvelle organisation dans iPhoto. Vous avez également l'accompagnement documentaire. Alors l'accompagnement documentaire, c'est un élément important dans un projet. C'est un documentaliste qui va poser des questions aux différents pilotes de votre projet, aux différents services en fait. Il va essayer de s'imprégner en fait de votre métier dans le but de créer un langage documentaire avec des mots-clés, des cases à cocher, une fiche descriptive que l'on va intégrer dans votre iPhoto. Donc c'est prêt à l'emploi. C'est aussi là-dessus bien sûr qu'on fait la correspondance avec la reprise d'indexation. L'idée étant d'avoir une base qui est prête à accueillir vos nouveaux médias, qui correspondent à vos attentes et surtout qui est cohérente par rapport au niveau d'indexation que vous allez souhaiter. Et vous avez le front office dont bien sûr je parlais tout à l'heure. iPhoto, c'est aussi tout un écosystème en fait, que l'on a créé autour du soft.
Donc, au-delà du logiciel, sur lequel on peut se connecter, aller consommer des médias au quotidien, comment faire pour que le logiciel soit le plus intégré possible au sein de mon SI? Il y a déjà des logiciels qui existent, notamment la suite Adobe, pourquoi pas Canva, pourquoi pas la suite Office, qui existent déjà. On a des utilisateurs qui l'utilisent au quotidien. L'idée de tous ces différents plugins que l'on a créés, c'est de pouvoir en fait amener iPhoto aux utilisateurs sans forcément passer par le back-office. Donc là, par exemple, je suis utilisateur, je vais me connecter, mettons, à ma suite Office, à mon Word. Bah, je peux ouvrir iPhoto sur le côté, aller rechercher des médias directement au sein de Word et de les glisser, de les déposer directement dans ma construction. Vous avez la même chose pour Canva, Sketch, toute la suite Adobe, donc Photoshop, InDesign, Illustrator, etc. Et vous pouvez les utiliser au quotidien. On a aussi 2 applications mobiles disponibles sur le Play Store et sur iOS, des plugins pour WordPress, Drupal, Figma, PrestaShop également. Je te remercie. Est-ce que peut-être vous avez des questions sur nos IA, notre offre iPhoto? Oui. Sur le point de similarité, là, Oui. est-ce qu'il y a une possibilité de définir les priorités? Là, parce que, est-ce que je pense pour la similarité, j'ai l'exemple, c'était déjà avec le tag, peut-être montagne, un truc comme ça, Alors, par rapport à l'image. c'est pas. Enfin, comme tu veux. Bah, peu importe. En fait, l'IA, elle est déjà préconditionnée en fait au départ, et c'est elle qui va déterminer ce qui est le plus similaire à elle, hein. C'est pas que sur l'indexation. Donc, mettons, s'il y avait une montagne qui était prépondérante, mais qui n'avait pas forcément été indexée au départ. Elle avait été indexée en chat, par exemple, ça aurait marché quand même. Exactement. Donc, c'est lui qui va déterminer ce qui est le plus proche de lui. Alors, c'est un œil machine, bien entendu, hein, mais c'est lui qui le fait. Donc là, c'est pas que sur l'indexation. Ouais, voilà. Donc l'utilisateur, il n'a pas, la main pour définir c'est quoi ses priorités. Non, ça pour nous c'est plutôt le rôle du langage documentaire en fait, où là on va vraiment dans l'indexation manuelle, on va mettre des mots-clés, par exemple montagne en effet, on va les mettre dedans, ou même créer des reportages, hein, par exemple, si on veut faire un reportage d'une montagne à un moment T, on peut changer l'ordre d'affichage par exemple dans un reportage, mais sinon non, justement l'algorithme il est là en fait, pour la similarité en tout cas, pour surpasser ça et proposer une sorte d'autre organisation propre à l'algorithme en fait. C'est un peu l'idée, mais en effet, on n'a pas la main en tout cas pour changer les réglages, je dirais, de la similarité au sein d'iPhoto. Justement, si une image, par exemple, a été mal indexée ou tout ça, on avait justement réalisé des tests sur un fond qui était expressément mal indexé pour justement tester, et ça permettait de redécouvrir un peu son fond aussi. Donc c'est aussi une force en fait en réalité, puisque ça permet vraiment de permettre de découvrir, de retrouver des images de son fond. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et une autre. Oui, allez-y. Et du coup, le modèle IA, vous avez dit qu'on peut le choisir manuellement. C'est le client qui peut avoir son modèle IA installé chez lui Alors, et utiliser. Est-ce qu'il faut changer d'un modèle à un autre ou est-ce qu'il est bloqué sur 2, 3? non. Alors, c'est pas vraiment des modèles en fait que l'on installe spécifiquement pour les clients. Déjà, il faut savoir que les modèles qu'on utilise et qu'on a développés, ils sont sur notre infrastructure, qui est hébergée en France et malgré tout, parce que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais tout est hébergé en France, bien entendu, avec plusieurs applications, mais ça on pourra échanger là-dessus. Mais en tout cas, non, nous, c'est des modèles que l'on crée en fait. Et on va créer des modèles experts en fait, Ouais. qui vont alimenter un modèle plus large en fait. Et ces modèles-là, en effet, vont apprendre par contre de chacune des bases de nos clients, individuellement. Mais il n'y a pas différents modèles. C'est que tout le monde a le même modèle, hein, mais qui va être conditionné différemment selon la base client, selon l'indexation du client. Et c'est ça toute la mise en contexte qui fait finalement qu'on a l'impression d'avoir une IA différente de celle de quelqu'un d'autre finalement. Alors que techniquement, c'est la même, c'est juste qu'elle est conditionnée différemment et qu'elle a vu autre chose dans votre langage documentaire. Et l'installation, en fait, c'est un modèle SaaS ou c'est chaque client, il a son système à lui, indépendamment de. Alors, Ça passe toujours par ifotodam.fr ou .com. Alors ça pour l'URL, je me rappelle plus. Bon, on peut faire des URL personnalisées, hein, ça il n'y a pas de souci là-dessus. Après nous sur notre infrastructure, c'est une architecture donc load balancée, donc vous avez les serveurs web qui vont se répartir la charge. Chaque client a sa partie, mais en effet après tout ce qui est IA ou autre, c'est une architecture qui est dédiée où en fait techniquement parlant, en fait tous les clients vont aller sur cette même architecture et après les résultats vont être envoyés à votre serveur. Par contre, chaque base de données est bien indépendante, hein. Mais on est obligé nous de mutualiser en fait l'architecture. Chaque client ne peut pas avoir son propre GPU en fait dédié. Il y aurait des coûts qui seraient très chers. Ça marche. Merci.
Avec plaisir. C'est vos GPU alors. Oui, alors, les nôtres, oui, on les loue chez OVH. Voilà, exactement. On travaille avec OVH, ça fait 14 ans maintenant qu'on travaille avec eux, donc c'est notre architecture, on fait du bar metal avec eux, donc on infogère. Exactement, c'est nos serveurs dans leurs locaux. Et en effet, là, par rapport à toute l'architecture, notamment les GPU, on les loue chez OVH. Du Nvidia, quoi. Comment ? Des IA open source, des LLM open source pour pouvoir les maîtriser. Alors, oui, en partie. En partie, avec beaucoup de custom dessus, plus... Ça, c'est pour les modèles larges. Plus après, les modèles qui sont spécifiques, où là, c'est nos travaux à nous, qui sont issus justement du laboratoire avec le CNRS. En gros, nous avons besoin d'un langage de base, d'une IA capable de parler, en fait, surtout. Et nous, en fait, nos modèles spécifiques vont être capables juste de demander à l'IA principale, en fait, de faire du texte, de cocher des cases ou autre. Et en fait, c'est comme ça qu'on la conditionne, en fait. C'est des outils en fait finalement. C'est ça. Voilà. Complètement. Nos modèles sont des outils. Exactement. Pas l'intelligence. Non, c'est des outils. C'est pour ça qu'on parle bien sûr d'indexation semi-automatique aussi, hein, bien entendu, où le rôle humain est aussi très important. Parce qu'on verra, là, il y a une conférence d'Arnaud cet après-midi sur aussi la mise en contexte en temps réel, où en fait, on va être capable en fait, de récupérer en fait, à la fois l'indexation, mais aussi différentes informations. On avait un exemple par exemple qui est parlant, où en fait, on avait un terrain de foot avec des panneaux solaires, où en effet, l'IA va être capable de dire, tiens, c'est un terrain de foot avec des panneaux solaires. Et en fait, avec la mise en contexte, en récupérant l'indexation qui a été faite de la base de données de notre client, on va être capable de dire où est, par exemple, c'est dans telle ville. Les panneaux solaires produisent X gigawatts tous les ans. Et du coup, c'est ça la mise en contexte. Du coup, on accède encore plus à plus d'informations. Et du coup, c'est comme si en fait, on intégrait une mini-recherche. Alors, je mets des guillemets, hein, mais via un Google ou un Bing ou autre, mais basée uniquement sur les travaux d'indexation. Du coup, en fait, on a à la fois l'intelligence de l'indexation plus l'intelligence de l'information en fait, qui est ajoutée dans un champ descriptif. Et ça, c'est c'est les travaux c'est qui super sont cool. en cours. Enfin, bref, oui, c'est bizarre que je dise autre chose à ma place aujourd'hui. Mais voilà, c'est vraiment tout l'enjeu, en fait, c'est de rendre intelligent l'indexation par l'intelligence humaine, en fait. Bon, je ne sais pas si c'est un bon... Plus l'IA, exactement, bien entendu. Oui, oui, bien sûr. Et en gagnant du temps, parce que l'indexation, selon les structures et comment on est organisé, ça prend forcément du temps. Du temps qu'on a de moins en moins et du coup en fait c'est ça en fait, c'est qu'on importe, mettons on a fait un shooting photo pour un événement ou autre, on a une centaine d'images, on les importe, on voit que l'indexation elle est déjà quasiment pré-remplie partout, voire très pertinente, voire il n'y a pas besoin de revenir dessus et on a presque juste qu'à corriger ou vérifier et du coup le gain de temps il est énorme quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais pas regarder l'heure. Non, c'est bien. Ça va? Parce que je me suis mis à parler beaucoup là. J'essaie de faire attention. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être sur tout ça? N'hésitez pas vraiment, il n'y a pas de mauvaises questions. Ça peut être des questions aussi sur ePhoto en tant que tel. Hein. On est aussi là pour présenter notre soft, donc il n'y a pas de mauvaises questions. Et bien s'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, n'hésitez pas à venir nous voir sur la partie Gold. Hein. C'est l'espace qui est à côté du café, là où il y aura de la nourriture ce midi. Donc n'hésitez pas en mangeant à venir nous voir, ce sera avec plaisir bien entendu. On peut répondre à toutes vos questions individuellement pour aussi vous montrer d'autres exemples. On a plein de médias qui sont sur nos PC et voilà, on les importe. Il n'y a pas de triche en tout cas, c'est important de le préciser. Et puis après voilà, si vous avez un projet, bien sûr, on est à votre disposition. Et avec grand plaisir, merci à tous et puis très bonne journée à vous. Bravo. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.